Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde entend bien? Ok, merci. Est-ce que vous voyez mon écran avec la liste des webinaires? Savoir si vous voyez bien le bon écran. Ok, super, merci. Donc, bienvenue pour cette première date du cycle des webinaires à NEPC 2024-2025. Vous voyez, avec la commission pédagogique, on vous remet le programme de cette année avec quatre dates. Donc, la première aujourd'hui sur les EPOS et les ECOS, que je présenterai tout à l'heure, avec deux intervenants. Dans 3 mois, sur l'implication des patients dans les enseignements. Ensuite, au printemps, le 24 mars, sur des exemples d'interprofessionnalité. Et puis enfin, juste avant l'été, sur l'utilisation des jeux sérieux, les serious games, dans les études pharmaceutiques. Donc que vous soyez venu par le biais de la NEPC ou de la SFPC, n'hésitez pas à diffuser ces, euh, ces webinaires et les liens vers vos collègues qui seraient intéressés. Alors, est-ce que ça ne fonctionne pas? Ah si, c'est bon. Donc le webinaire numéro 1, comme je vous l'ai dit, concerne les EPOS, que nous allons présenter à 3 voix aujourd'hui. Alors, premièrement, je commencerai par vous expliquer tout simplement ce que ce sont les EPOS ou les ECOS dont vous avez entendu parler, et je développerai ce qui a été fait en formation commune de base à l'Université de Montréal, pour faire un retour d'expérience là-dessus, plutôt sur une partie formative. Ensuite, Romain L'Aiguillon du CHU de Caen, non, pas de Caen, nous, nous, nous fera le retour d'expérience sur la formation chez les internes, quelque chose qu'il a mis en place sur son site. Et ensuite, Annie Standard de l'Université de Lille nous fera un retour d'expérience sur la mise en place des EPOS à l'Université de Lille depuis plusieurs années. Et puis on finira, bien sûr, par les échanges et les questions avec tout le monde. Alors, pour commencer, les EPOS, qu'est-ce que c'est? Donc le point de départ, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que de plus en plus, on part vers une approche par compétence, alors que de base, on était sur les universités de pharmacie, plutôt sur des approches par connaissance. Les compétences, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire. Donc l'objectif, c'est que ces savoirs, ces savoir-être, ces savoir-faire soient mobilisables dans des situations qui sont concrètes. Alors, comme je l'ai dit, historiquement, on était plutôt sur des approches par connaissance. Et puis, en fait, si on se penche sur le modèle de compétences de Miller, qui est celui sur lequel on s'appuie lorsqu'on parle d'approche par compétences, on voit que plus on va vers le haut de la pyramide, plus on va vers une utilisation pratique des connaissances et des compétences. Donc vous voyez que la base de la pyramide, c'est plutôt le savoir brut, le fait de mémoriser, d'expliquer. Et donc ça, c'était en règle générale évalué par des QCM ou nos examens classiques, on va dire. Et puis plus on monte, plus on va demander à nos étudiants, à nos apprenants de savoir comment faire et de démontrer. Et donc c'est par cette partie de la pyramide là de la démonstration, et donc via souvent la simulation, qu'on va demander à un étudiant ou qu'on va lui apprendre à acquérir des compétences, soit par des mises en situation, soit par justement ses échos ou ses épos. Et donc, vous voyez que plus on monte dans cette pyramide, plus on passe d'un profil qui est débutant à un profil qui est compétent, et donc à des personnes de terrain qui ont des habilités et des attitudes utiles. Alors, l'outil, comme je vous l'ai dit, le plus souvent utilisé pour aller vers cette approche compétence, c'est la simulation. Donc, un peu le slogan de cette simulation, d'après la Haute Autorité de Santé, c'est jamais la première fois sur le patient. Et c'est défini comme l'utilisation de matériel, de réalité virtuelle ou d'un patient qui peut être simulé ou standardisé pour reproduire une situation, un environnement de soins. Alors ça peut être aussi pour enseigner des procédures thérapeutiques, etc., répéter des procédures ou des situations par un professionnel ou une équipe de professionnels. Et donc, en fait, il y a différentes catégories dans cette simulation. Le synthétique, donc ça, les simulateurs procéduraux de patients, si on va dire ce qu'on appelle les mannequins. L'électronique, avec la réalité virtuelle, les serious games. Pour les chirurgiens, on a les laboratoires d'anatomie. Et puis, on a aussi la simulation humaine avec la préparation de jeux de rôle ou l'utilisation de patients standardisés. En pharmacie, on utilise un peu tout. Par exemple, le synthétique, les mannequins, quand on va apprendre à nos étudiants, par exemple, à vacciner ou à prélever.
le numérique avec, par exemple, les, euh, les projets de ICADUC ou les projets développés par la DIF sur les immersions à 360 degrés. Et puis enfin, c'est quelque chose qui est peut-être le plus développé, c'est la simulation humaine, avec, et le plus souvent sur les parcours officines, de la simulation de dispensation en pharmacie pédagogique ou alors de la simulation d'entretien pharmaceutique. Avant de parler des EPOS, le mot qu'on connaît plus particulièrement, c'est le mot des ECOS. Alors les ECOS, qu'est-ce que c'est? Ce sont les examens cliniques objectifs structurés. C'est quelque chose qui de base a été plutôt développé sur les facultés de médecine. Leur objectif à ces échos, c'était d'évaluer de façon normalisée des compétences de candidats sur la base de mise en situation professionnelle. Donc en fait, comment ça se passe? Chaque candidat doit accomplir diverses tâches dans un contexte clinique simulé. Et donc, on sait que ce terme-là, ECOS, donc OSCE en anglais, est apparu dans les années 70 sur PubMed, et on voit qu'il y a déjà pas mal de publications qui ont été faites là-dessus. Et puis, nous, depuis quelques années, il y a les EPOS qui arrivent, les examens pharmaceutiques objectifs structurés, avec le même objectif de mise en situation professionnelle, mais qui sont plus pharmaceutiques que cliniques. Et donc, on voit que depuis maintenant le début des années 2000, la notion d'EPOS et d'association de la pharmacie aux écos augmente aussi dans la littérature. Alors le concept peut être à visée soit formative, soit sommative. Formative, qu'est-ce que c'est? C'est quand on utilise cette mise en situation pour former nos étudiants. Sommative, c'est en gros l'évaluatif. C'est essayer d'évaluer les compétences ou les connaissances de nos étudiants. Et donc là, d'un point de vue sommatif, c'est faire des échos ou des épos comme on l'entend, comme par exemple sur les examens cliniques nationaux, l'épreuve classante nationale des médecines pour leur permettre d'accéder soit à l'année supérieure, soit à l'internat. Donc, comment ça se passe? Chaque étudiant passe sur plusieurs stations qui représentent une situation courante. Donc, Annie, par exemple, vous montrera, lorsqu'elle donnera le retour d'expérience à l'Université de Lille, différentes stations qu'elle a vraiment mises en place avec ses collègues. Mais vous voyez des exemples de stations qui peuvent être mises en œuvre, comme la prise de mesures de contention, la prise en charge d'un conseil associé au rhume ou l'accompagnement d'une primo-prescription d'un anticoagulant oral direct. Pour chaque station, il y a un temps toujours limité. C'est un peu un mode speed dating, c'est-à-dire que l'étudiant va rester maximum 10 minutes, c'est de 5 à 10 minutes sur cette station. Donc, ce qui fait que les compétences à acquérir sont vraiment très ciblées et que c'est quelque chose de très clair. La station peut être interactive ou non, c'est-à-dire qu'on peut avoir un patient ou un mannequin ou même une station avec une réponse écrite. Et l'objectif, c'est que tout ça, entre les étudiants, ce soit reproductible, c'est-à-dire qu'il y ait une grille d'évaluation ou de notation qui soit fiable et validée. Donc, comme je vous l'ai dit, maintenant, c'est intégré au concours de l'internat des médecins. Avant, ils passaient que on va dire, leur dossier clinique. Maintenant, pour réussir à être interne, pour leur classement est pris en charge le dossier clinique, mais aussi ses échos et aussi les notes de stage. Alors, quand on regarde les études là-dessus, on pourrait se dire, en fait, c'est un peu bizarre, est-ce que c'est vraiment aussi efficace que nos examens vraiment de connaissances dures, etc. Ça a été démontré par des études qui ont été publiées il y a déjà assez longtemps, qu'il y avait une valeur prédictive élevée, c'est-à-dire que un étudiant qui avait des scores aux échos qui étaient élevés avait une meilleure qualité de pratique en situation réelle. La fidélité aussi est satisfaisante, donc c'est-à-dire qu'on sait qu'à partir d'un nombre de 8 à 16 stations, eh bien, en fait, on a une homogénéité, une généralisabilité qui est favorable, et une validité aussi, une authenticité qu'il est nécessaire de suivre. Alors tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, quand les gens ont des bons scores aux EPOS et aux ECOS, eh bien, c'est qu'en pratique, ils sont de plus en plus performants, si tant est que les échos aient été bien travaillés, donc il y a un bon nombre de stations, et qu'on évite le théâtralisme, c'est-à-dire que on est dans quelque chose qui a une mise en situation réelle. La principale difficulté, c'est la faisabilité, et on le verra plus tard, c'est que ça demande de nombreuses ressources de temps et personnel. Alors moi, je vais vous parler plus particulièrement de l'exemple de ce qui a été développé depuis pas mal d'années à l'Université de Montréal, et plus particulièrement de ce qui est fait en formation commune de base. Donc là, on n'est pas dans une approche par parcours et on n'est pas dans une approche d'évaluation de fin de cursus, mais vraiment sur leur manière de former leurs étudiants.
On va se mettre dans l'idée que, par exemple, on est en troisième année chez nous sur un module de cardiovasculaire. Eh bien, pour un module clinique, à l'Université de Montréal, ils ont trois grandes parties. Une partie enseignement théorique, qui ressemble un peu à ce que nous, on fait le plus souvent avec des cours magistraux, avec comme objectif l'acquisition vraiment de connaissances. Et puis, ils ont une deuxième partie de ce qu'ils appellent les ateliers de compétences, les Skills Labs, dans lesquels il y a ces ateliers de simulation. Nous, on pourrait appeler ça, par exemple, des travaux pratiques avec notre système français. Sauf que pour l'instant, nos travaux pratiques, quand on pense à travaux pratiques, on pense plutôt à la galénique, à la chimie. Mais en fait, on pourrait intégrer à ces travaux pratiques justement ces simulations autour de la pathologie ou de la clinique. Et donc cette simulation, elle est en grande partie formative pour les étudiants, c'est-à-dire qu'elle leur permet de s'entraîner à ces mises en pratique. Et puis en fin de module, on a vraiment l'évaluatif, où il y a un examen écrit vraiment, et puis où il y a les écosses évaluatives qui sont sur la même typologie que ce qu'on a vu en médecine et ce qui pourra vous être présenté plus tard. Donc, je vais vous développer un peu comment ça se passe, cette simulation formative de le Skills Lab à l'Université de Montréal. Ils ont ça environ une à deux fois par semaine, ces travaux pratiques dans l'année, et il y a 21 sessions thématiques. Donc vous voyez, c'est très large, hein. Ça peut toucher à des modules de cardio comme l'arythmie, mais aussi à des choses plus pratiques comme les préparations magistrales, ou des choses plus qu'on peut appeler de soft skills, qui ont moins de sciences dures, par exemple sur la communication avec le patient ou interprofessionnel. Comment c'est organisé? Sur une journée entière, ils font passer 48 étudiants. Donc, par exemple, ils ont quatre créneaux de 2 heures, donc deux le matin, deux l'après-midi. Et sur un créneau de 2 heures, ils font tourner plusieurs étudiants en même temps et ils ont plusieurs box. Vous avez peut-être vu dans vos universités, comme des box de consultation. Ça demande ça d'avoir de nombreux tuteurs de terrain, c'est-à-dire le plus souvent des pharmaciens d'officine, mais aussi des pharmaciens hospitaliers, qui puissent encadrer ces journées de mise en situation. Alors, comment ça se déroule? En amont, il est demandé aux étudiants de lire des documents et de prendre connaissance de certaines choses, comme par exemple des recommandations. Donc, mettons qu'on est sur la, l'EPOS de formation à la prise en charge de l'hypertension. Eh bien, dans les lectures obligatoires, il y aura les recommandations de la Société française, par exemple, de l'hypertension ou d'autres documents associés. Et puis, de côté plutôt enseignant et tuteur, il y a la préparation des cas pratiques. Et donc, préparer les cas pratiques, ça veut dire préparer les cas patients, mais aussi les réponses qui sont associées, comment va se dérouler le cas, et puis les grilles d'évaluation. Le jour de la session, les enseignants et les tuteurs se rejoignent avant le début de les pauses, donc on va dire à 8 heures du matin, et reprennent entre eux les cas et les messages clés qu'il y a à faire passer, et briefent et se donnent les consignes entre eux de briefing aux acteurs étudiants, puisque vous allez le voir, dans les étudiants qui vont être mis en situation, il y en a qui vont jouer les pharmaciens, mais d'autres qui vont jouer les patients. Et donc, les consignes de briefing sont détaillées en amont. Et puis ensuite commencent les sessions de simulation. Donc, je vous l'ai dit, ce sont des sessions de 2 heures dans lesquelles, pendant les 2 heures, il y a 12 étudiants qui sont formés, 4 étudiants pour 3 box. Et pour 3 box, il y a un tuteur pharmacien. Donc, vous voyez, ça ressemble à ça. Donc, chaque université a un peu ses locaux dédiés. Donc là, vous voyez, vous avez un grand couloir avec à droite et à gauche, vous voyez plein de portes. Ce sont des portes de bureaux de consultation. Et puis au milieu, vous avez des tables qui permettent aux tuteurs, aux enseignants de se réunir et de préparer les cas et ensuite de tourner dans les box. Ça, c'est un exemple de planning. Vous voyez, le premier groupe commence à 8h30, déroule 3 cas dans la matinée, 8h45, 9h20, 9h50. Donc, vous voyez, c'est des cas qui sont assez rapidement faits. Et puis, il y a une réattraction finale. Et puis ensuite, on passe à la deuxième partie de la matinée avec un deuxième groupe d'étudiants différents. Et puis ça, c'est fait de la même façon l'après-midi. Alors, ça ne marche pas. Ah, voilà. Alors, quand la session commence, le tuteur dispatche les rôles entre les étudiants. Il va dire, par exemple, il a un groupe de, euh, de 4 étudiants, il va dire, bah, Julien, aujourd'hui, tu vas jouer le pharmacien, et donc je vais t'observer et je vais évaluer ta capacité à prendre en charge, prendre en soin un patient. Donc là, l'étudiant rentre dans le box et prend connaissance du dossier qui va le traiter. Donc là, il y a différents moyens, soit papier, soit des choses sur l'ordinateur avec le dossier du patient, par exemple.
Et le tuteur dit aussi à une autre étudiante, Margot, bah, toi, tu vas jouer la patiente. Donc l'étudiante a sa fiche patiente, donc avec un briefing dédié. Et donc tout le groupe qui est resté hors du box va être briefé en tant que patient et en tant qu'observateur. Le cas débute et dure environ 10 minutes, donc on l'a dit entre 5 à 10 minutes en comptant le débrief. Donc l'étudiant joue le rôle du pharmacien d'officine, ici, dans ce cas-là, qui joue le cas. Donc par exemple, il va poser des questions à son patient, il va effectuer l'action qui est demandée, etc. Et puis celui qui joue le patient va répondre avec des éléments qu'il aura possédés auparavant. Et puis il aura peut-être des questions aussi à poser au pharmacien si ça lui est demandé. Le tuteur, du coup, prend des notes. Qu'est-ce que fait le pharmacien, les points forts, les points faibles, et il va évaluer les compétences comme ça en mode normatif, en mode formatif. Si besoin, tout est enregistré, comme ça le tuteur peut repasser les parties en fin de session. Donc, je vous montre des exemples de documents. Donc ça, c'est les documents qui sont donnés, par exemple, au pharmacien. Donc le pharmacien, on lui dit bah, que, par exemple, il y a une patiente, Viviane Pajot, qui va venir pour une dispensation de Synthroid, donc médicament des pathologies de la thyroïde. Et il a aussi avec lui les derniers bilans par exemple, du laboratoire. Vous voyez la TSH. Il a aussi les autres traitements que la patiente prend. Et puis, il a des notes au dossier. Donc, vous voyez que là, il y a vraiment une notion d'exhaustivité des données qu'a le pharmacien pour faire son expertise pharmaceutique clinique. Le patient, lui, alors, attendez le temps que ça passe. Voilà, le patient, lui aussi, a un peu une fiche de poste. Et donc, on lui résume sa situation. Vous êtes qui? Vous êtes une femme de 30 ans, etc. Vous vous présentez à la pharmacie pour ça. Vous avez tel signe, tel symptôme, et puis vous travaillez dans tel milieu, etc. Et puis vous voyez à droite, vous avez des réponses types de ce que de réponses auxquelles le patient pourra répondre si le pharmacien pose des questions. Par exemple, ah bah, comment ça va avec votre médicament? Bah, si on vous pose cette question-là, bah, dites que vous pensez que ça va, mais vous n'êtes pas certaine. Et vous voyez en bas, là, à droite, que si le pharmacien pose certaines questions, il y a des questions aussi des réponses aussi préfaites sur l'adhésion. Et puis ça, pour les évaluateurs, donc ça, c'est donné en gros au tuteur ou à l'enseignant qui est en train d'observer. Il y a des grilles qui sont préconstituées, et donc ce sont des grilles avec des notes qui sont adossées. Alors là, il y a une question entre est-ce que la compétence doit être plutôt acquis, non acquis, ou est-ce qu'il y a besoin de faire des grilles de notation. C'est une discussion à avoir avec le corps enseignant, mais ça permet quand même d'évaluer que chaque compétence a été acquise, et puis aussi d'avoir une gradation dans les compétences. Donc vous voyez, il y a des compétences autour de l'ouverture et la fermeture de l'entretien, hein. Est-ce que la patiente a bien été identifiée? Est-ce que il peut y avoir une rétroaction à l'entretien? Et puis, bien sûr, le corps de l'entrevue avec on va dire, les compétences plus médico-pharmaceutiques, plus scientifiques, avec bah, est-ce que il y a eu des questionnements sur les effets indésirables? Est-ce que il y a un ajustement à proposer par le pharmacien? Et donc, est-ce qu'il y aurait un appel à faire à un médecin, etc. Et vous voyez que tout est évalué. Donc au final, ça se passe comme ça. Vous voyez en haut à droite, à la fin des 10 minutes, il y a une sonnerie qui sonne et en fait, il y a un changement de box de l'étudiant. Donc il passe du box A au box B, puis du box B au box C. Et donc dans 2 heures de formation, il passe sur 3 situations cliniques différentes. À la fin de ces 3 situations, une rétroaction est effectuée dès la fin des cas. Donc, bien sûr, comment ça s'est passé. Pour ceux qui sont formés à la simulation, bien, on suit la formule d'un débriefing de simulation. Et puis, après les 3 cas, eh bien, il y a un débriefing général qui est fait en salle par le tuteur avec les 3 groupes. Donc, on relit rapidement les 3 groupes et on fait passer les messages clés avec des réponses aux questions données et des conseils associés. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez au fur et à mesure, il y a 4 étudiants dans chaque box. Il y en a un qui joue le pharmacien, un qui joue le patient, et donc 2 qui jouent aussi les observateurs. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces étudiants observateurs sont formés dès la première année à faire un débrief de simulation. Et donc, au fur et à mesure de la deuxième, de la troisième, de la quatrième année, ils sont de plus en plus pointus sur leur débriefing et donc permettent de faire une meilleure simulation et une meilleure approche compétence à leurs autres collègues. Donc voilà, donc au final, cette organisation-là formative, comme vous le voyez, demande du temps et de l'énergie, hein, puisque, et puis, que
ce soit Romain ou Annie, ils pourront vous en parler aussi. Ça demande au niveau universitaire de, par exemple, refondre les maquettes, puisque c'est des travaux pratiques en plus, c'est des évaluations différentes au niveau de la scolarité, par exemple. Ça demande aussi de solliciter des collègues, qu'ils soient internes ou externes à la pharmacie, l'université, gérer la logistique, le matériel, les sujets, les locaux, beaucoup de choses. Et donc, ça demande aussi des ressources humaines en termes de vacataires si on veut bien faire les choses, puisque l'objectif, c'est d'avoir des gens de terrain, donc des pharmaciens d'officine, des pharmaciens hospitaliers qui permettent de créer les cas, mais aussi d'encadrer les groupes sur le terrain. Alors, ce qui est intéressant, je vous l'ai dit, c'est que ça permet de former les étudiants avec cette modalité et de ne pas faire l'erreur, ou alors de ce qu'on aurait envie de faire, d'évaluer directement les étudiants avec des épos ou des écos, mais qui n'aient jamais été formés à faire cet exercice et donc qui ne comprennent pas ce qu'on évalue. Mais au final, et donc ce qui est mis en évidence via les évaluations qui ont été faites déjà dans plusieurs universités, l'intérêt démontré est vraiment réel dans une logique d'approche par compétences et forme mieux nos étudiants à devenir de bons professionnels de santé. Voilà, donc je passe maintenant la parole au docteur L'Aiguillon pour sa partie qui est aussi formative, mais qui intéresse plutôt les internes. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, c'est parfait. Ok. Hop, je vais repartager l'écran. Alors, je ne vous vois pas en même temps. C'est un peu embêtant. Si je fais ça, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de voir la formation. Donc, merci. Alors, moi, je vais essayer de vous parler de l'expérience, alors pas caennaise, mais rouennaise, mais sur ce qu'on a essayé de faire auprès des internes en pharmacie, sur une formation sur les entretiens pharmaceutiques ciblés sur les anticoagulants oraux. Donc, moi, je suis pharmacien dans un service de gériatrie, et donc on avait une problématique avec les médecins, notamment à l'introduction des médicaments anticoagulants oraux, qu'ils soient les AOD ou les AVK, qui sont largement utilisés au sein de cette population, mais il y a aussi encore beaucoup d'introductions liées soit à des EP ou soit à la fibrillation atriale découverte aux urgences ou dans le service, et donc beaucoup d'introductions de ces médicaments-là au sein de notre population sur une population âgée qui est très vulnérable aux effets indésirables, c'est une classe qui est difficile, qui semble difficile à manier, à la fois à cause du risque hémorragique ou du risque thromboembolique si on n'ose pas mettre la bonne dose. Et dans ce contexte-là, nous, on a mis en place avec les équipes pharmaceutiques des entretiens pharmaceutiques ciblés, vraiment avec l'objectif renforcer, de commencer à discuter avec le patient au lit du malade, vraiment on vous a introduit un nouveau médicament, à quoi il sert, et puis en amont de vérifier si c'est bien compatible la prescription avec les traitements qu'il prend d'habitude. Donc, on fait ça et le vrai message, c'est d'initier une éducation thérapeutique du patient au lit avant de transmettre à la ville qu'il y a une introduction de ce médicament-là. Et on a une équipe qui est composée d'un docteur junior et de deux internes. Et donc, on avait commencé à mettre ça en place. Moi, je les faisais, etc. Puis, j'ai dit, bon, bah, à un moment donné, on va déléguer aussi un peu. On va avoir les internes qui vont passer directement dans le terrain. Et puis, bah, c'est un peu ce qui est dit. Et c'est jamais le premier acte avec un patient. Donc, il venait avec moi, on en faisait un ensemble, deux ensemble, mais c'était plutôt de l'observation. Et du coup, il y a eu l'idée de créer une formation pour qu'ils soient mieux préparés, en fait, à faire leur premier entretien pharmaceutique, on va dire, en autonomie. Et puis qu'on soit sûr que les messages qui soient véhiculés au cours de cet entretien soient respectés. Donc, c'est Nadine, une interne à qui je travaillais, qui a proposé bah, de faire ça sous la forme de jeu. Et donc, on s'est mis d'accord pour faire un atelier de simulation au format EPOS pour essayer de pratiquer et puis qu'ils essayent de s'entraîner à faire ces entretiens pharmaceutiques ciblés et puis qu'on arrive à corriger sous la forme de feedback.
comment ça se compose. Alors, j'ai pas vous allez voir après dans les difficultés. On n'avait pas de lieu de simulation dédié. C'était avec le docteur junior Emeline avec qui je travaille. On jouait soit le pharmacien, enfin, on jouait le patient ou l'évaluateur, et puis les internes jouaient le pharmacien. Donc, on avait deux cas. Bon, les cas sont pas forcément ça qui est intéressant, mais c'est toujours le même format, une situation de départ, on introduit un médicament dans une situation A, et puis il y a le déroulé du scénario qui était pour le patient simulé, qui doit interrompre, alerter l'interne qui fait la simulation. Donc voilà, on avait deux cas, on va dire un peu plus simple, et puis l'autre, on va dire un patient plus compliant et bienveillant avec le pharmacien, et puis un autre un autre patient qui était un peu plus opposé, on va dire, à l'introduction de ce traitement. Puis du coup, on a aussi créé avec l'interne cette grille d'évaluation. Donc, vous pouvez revoir le détail, mais globalement, ce qui est vraiment important, c'est que on va dire, l'idée initiale de cette formation était d'habiliter les internes à faire des EPC. Et on va voir que finalement, l'habilitation, le côté un peu punitif sur une seule session, ça n'a pas trop d'intérêt. Ce qui a vraiment intérêt finalement, c'est vraiment plus d'évaluer le comportement, de modifier voilà, comment la personne se comporte, comment elle s'adapte à une situation en simulation. Donc finalement, les connaissances théoriques, c'était vraiment pas l'élément central de l'évaluation dans cette épos, mais vraiment plutôt cette capacité à interagir quand un patient coupe la parole, comment interagir lorsque le patient il a peur d'un nouveau médicament, le côté réassurance, etc. Donc juste pour donner un petit peu, donc on a fait juste cet atelier avec les deux cas. Les internes passaient sur le cas numéro un ou le cas numéro 2, et puis on faisait le débrief sur l'ensemble des cas, sur voilà, qu'est-ce qu'a été. On faisait un débrief individuel puis collectif. Sur le premier semestre 2024, il y a eu 12 personnes qui ont fait cette session de formation, 8 internes et 4 PH de notre service. Et puis on voit que globalement, on avait des bons résultats. Alors du coup, c'est pour ça qu'on s'est re-questionné sur le caractère, on va dire, habilitant de cette formation, de cette session, parce que finalement, tout le monde avait plutôt bien réussi la formation, avec quand même des points. Alors, ils nous ont dit que c'était le fait que ça soit la simulation et puis qu'ils connaissaient, mais ils n'ont pas vérifié les points importants. Alors, j'ai vu dans la présentation précédente que c'était aussi le cas sur les connaissances avec le patient. Est-ce que l'identito-vigilance, c'était vraiment le point qui a été soulevé. Mais finalement, plutôt notre grille d'évaluation était plutôt favorable à une bonne réussite. Ce qui nous a assez plu, c'est que les internes et les pharmaciens qui ont fait cette formation, dans 90% des cas, ont considéré ça comme bien ou très bien, via un questionnaire de satisfaction. Et notamment, les mots qui reviennent, c'est ça change du quotidien, ça change des cours théoriques, il faudrait qu'il y en ait plus, il faudrait qu'on fasse plus de sujets. Et on avait une problématique, c'est qu'on a fait ça dans un bureau qui n'a rien à voir avec de la simulation de haute qualité. On était dans un bureau, une salle de réunion, et on le faisait. Voilà, il n'y avait pas la mise en place d'un environnement spécifique lié à cette formation. Quelles sont les perspectives par rapport à ça? L'idée générale, pour nous, c'est de poursuivre ces sessions de formation parce que je pense que c'est vraiment important pour pour l'autonomisation des internes, ce format-là. Alors, le format 7 ateliers et pause, je pense qu'il est extrêmement chronophage. Là, ça nous prend du temps quand on fait passer des sessions 4 5 personnes, le temps des débriefs. Mais voilà, sur une thématique bien précise, ça dépend du nombre de personnes qu'on a formées, mais on peut se limiter à une vingtaine de minutes avec les débriefs complets par cas, par personne. Donc, c'est relativement absorbable dans la formation.
Et puis à Rouen, on a deux autres thématiques qui peuvent se prêter où on réalise des entretiens pharmaceutiques, qui est à la fois l'antibiothérapie, sur la gestion des risques liés aux antibiotiques et la poursuite, et notamment l'adhésion thérapeutique sur du post-op en chirurgie orthopédique. Puis au sein du service, on a une autre problématique qui est le bon usage des dispositifs pour inhalation. On réfléchit à mettre en place aussi sous ce format-là un cas initial de mise en situation de comment on peut bien faire. Puis bah, l'idéal dans l'avenir, ça serait de mettre en place des demi-journées de formation auxquelles tous les internes hors secteur soins pharmaceutiques ou pharmacie clinique soient conviés dans un environnement dédié. Donc on a éventuellement le Medical Training Center vraiment un lieu dédié à la simulation médicale qui pourrait être une expérience plus immersive, réaliste, éventuellement avoir des vrais patients simulés ou des acteurs. Mais voilà, c'est monté progressivement. Mais je pense que dans cette journée-là, on a vraiment des bons retours. Et surtout, le mot des internes, c'est ils sont plus à l'aise d'aller voir derrière des patients parce qu'ils ont déjà fait un, voire deux cas de comment on s'entraîne à faire ça. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions, on répondra après. Ouais, merci beaucoup, Romain. Ouais. Effectivement, hein, comme Romain le disait, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la petite case des questions et réponses que vous avez sous l'écran. Et sinon, après, de toute façon, il suffira que vous leviez la main et on pourra vous donner la parole pour la séance de questions-réponses. Donc, merci, Romain. On va passer maintenant à la dernière présentation, celle de Annie. Bonjour à tous. Alors, je vais lancer le diaporama, c'est bon? Vous l'avez bien en plein écran? C'est parfait. Je voulais déjà remercier la NEPC de nous offrir l'opportunité de vous parler un peu de l'expérience lilloise concernant les EPOS hein, qu'on a mis en place maintenant il y a 2 ans. Donc, ça va faire notre troisième édition là prochainement. Et je vais vous parler un petit peu de cette aventure, puisque c'est une réelle aventure. Donc, comme l'a souligné Jean-François, hein, ce projet EPOS fait suite à un projet que j'ai initié en 2019 sur justement l'approche par compétences pour la pharmacie d'officine, puisque je suis responsable de la filière officine à la faculté de pharmacie de Lille. Et donc c'était un projet qui a été soutenu par l'université dans un objectif donc de transformer la formation de la filière via cette approche par compétences, à la fois pour redonner du sens à la formation pour l'étudiant, essayer de rendre l'étudiant acteur de ses apprentissages et puis essayer effectivement d'intégrer les apprentissages dans un contexte professionnalisant plutôt que d'accumuler des connaissances de façon cloisonnée. Et puis, ce que je souhaitais aussi, c'est développer de plus en plus d'interactions entre les enseignants et aussi entre les enseignants et finalement le milieu professionnel en faisant venir des pharmaciens d'officine dans les enseignements pour développer cette approche par compétences. Et au final, mettre en cohérence finalement la formation avec le profil de sortie des étudiants. Donc on a dans ce contexte, on a lancé une première expérience, un prototype EPOS. Hein. Je voulais juste voir quel était le retour des étudiants volontaires et des enseignants volontaires dans un contexte un peu d'EPOS. Donc on a réalisé un prototype qui comprenait 7 stations différentes, donc 5 stations interactives, donc avec un participant standardisé. Alors je parle de participants puisque sur la station notamment communiquer avec un autre professionnel de santé. Le patient standardisé, le participant standardisé est un autre professionnel de santé. Une station sur un mannequin, notamment la station qui concerne la réalisation du geste vaccinal. Et enfin, une station écrite qui était sur une analyse et une validation de 4 ordonnances. Avec un retour de l'étudiant sur le pourquoi il validait ou le pourquoi il validait pas l'ordonnance. Alors, j'ai une petite vidéo qui illustre un petit peu les, le déroulé chez nous. Est-ce que je peux la partager? Est-ce qu'on a le temps, Jean-François? Oui, oui, vas-y.
Alors du coup, je ne sais pas si vous allez entendre le son, puisque je sais que parfois en Zoom, ça passe pas. Vous avez du son ou pas? Donc en fait, ça Non. c'est notre centre. Bon, c'est pas grave, c'est de la musique. C'est notre centre de simulation en faculté de médecine, donc qui est dédié spécifiquement à la simulation qu'on bénéficie. Donc les étudiants sont devant une porte. Ils ont 2 minutes pour lire la séance, la consigne, pardon. L'étudiant rentre. Donc là, vous avez un enseignant qui va identifier l'étudiant via sa carte d'étudiant, qui débloque finalement la grille d'observation et la situation est lancée. Donc là, c'était la station communiquer avec un patient. Une autre station, là, c'est un parent un peu éloigné, un oncle qui vient pour un enfant qui fait une varicelle. Donc l'objectif, c'était de conseiller avec la difficulté que c'était un aidant en fait, hein, qui ne connaissait pas bien l'enfant. On avait une station communication avec un autre professionnel de santé, où là, l'étudiant finalement interagit avec un professionnel qui est à distance. Donc, il avait la consigne l'objectif, c'était de communiquer efficacement avec l'autre professionnel de santé. On a une station donc sur le geste vaccinal qu'on réalise sur un mannequin. Donc l'objectif c'est aussi et dans la consigne c'était indiqué que l'étudiant verbalise chacun de ses gestes, hein, pour que finalement il ait une prise de conscience de ce qu'il réalise. Et tout ça a été observé par un enseignant évaluateur. Et enfin, une dernière station sur l'utilisation d'un stylo à insuline à expliquer à un patient diabétique. Donc là, on est dans la dernière phase de la mise en situation avec le rangement de la séance par l'étudiant. Il s'en va pour qu'un autre étudiant puisse prendre la place. Donc voilà comment ça se déroule chez nous. Je vais revenir sur mon diaporama. Donc ça, c'était le prototype que j'ai présenté du coup en conseil de faculté. Et vous connaissez sans doute Bertrand Descodins qui a dit bingo, on y va, on applique ça à la maquette de 6e année officine. Alors, attendez, je vous ai perdu. Excusez-moi pour le jeu d'écran. Voilà, donc on applique ça à la maquette pédagogique de la 6e année officine. Donc comme je vous l'ai indiqué, nous on est déjà un peu sur l'approche compétences, donc on a déjà une maquette pédagogique formalisée en bloc de connaissances et de compétences autour de 4 grandes compétences que sont la dispensation d'un produit de santé de façon adaptée à un patient et dans un contexte donné. Organiser, gérer une officine de façon responsable dans un contexte territorial donné, accompagner le patient dans sa prise en charge globale et agir en matière de prévention et de santé publique. Et donc finalement, pour la 6e année, chacun de ces BCC donne lieu à 1 ou 2 unités d'enseignement selon les thèmes abordés. Donc on a fait le parti pris de compiler finalement l'ensemble des enseignements, donc on va dire les cours magistraux, les séances de travaux pratiques, les enseignements dirigés, en les regroupant par bloc sur 1 à 3 semaines, donc en format séminaire. Au cours de cet enseignement, il y a un contrôle continu qui est effectif et réalisé par les étudiants. Et en fin de semestre, chaque unité d'enseignement fait l'objet d'une station EPOS. Et donc ça nous fait finalement, on a une EPOS par unité d'enseignement. Donc on a entre 8 et 9 stations au total pour la validation du premier semestre de 6e année. En plus de ça, on a fait le choix aussi de mettre un fort poids sur les postes, puisque l'unité d'enseignement est validée si l'étudiant valide la station avec une note supérieure ou égale à 10.
Et là, finalement, l'unité d'enseignement est validée quelle que soit sa note de contrôle continu. Si la note à la station est comprise entre 9 et 10, elle va se compenser avec la note de contrôle continu. Et toute note inférieure à 9, finalement, implique une décision de jury pour la validation ou non de l'unité d'enseignement. Donc cette mise en place a nécessité qu'on se mette un peu en ordre de marche et on a décidé de choisir la méthode SIMS qui est proposée par Isabelle Burnier et collaborateurs dans Pédagogie médicale que je vous invite à lire, qui permet finalement de structurer l'organisation de ces enseignements. Donc c'est-à-dire que la mission qui a été demandée aux collègues, c'est de rédiger des scénarios pour les stations en se basant donc en réfléchissant aux objectifs d'apprentissage qui doivent être implicites et explicites et puis bien sûr au contexte académique, de d'écrire les consignes pour l'étudiant avec une vignette qui est basée sur les objectifs d'apprentissage qui sont explicites. Donc l'étudiant doit identifier clairement la tâche qu'il doit réaliser. Rédiger une grille d'évaluation, alors qui peut soit être une grille sur la base d'une liste de contrôle ou une échelle d'évaluation basée sur des objectifs implicites. De rédiger également les consignes très détaillées pour la personne qui va jouer le patient simulé. Et puis, tout ce qui est d'ordre logistique pour permettre finalement la mise en place assez aisée de la station en question. Alors voilà comment on a organisé les choses, hein. Donc le prototype a été proposé en mai. En juin, nous avons présenté le projet à l'ensemble de l'équipe pédagogique et de l'équipe de scolarité. En septembre, nous avons fait une réunion de rentrée avec l'objectif d'avoir le retour des enseignants sur les thématiques des BCC et les unités d'enseignement impliquées pour les stations EPOS. Nous avons fait la présentation de ce format d'évaluation aux étudiants lors de leur pré-rentrée. En octobre, nous avons lancé le recrutement à la fois des évaluateurs, c'est-à-dire on a fait le choix aussi de prendre un binôme d'évaluateurs, un enseignant de la faculté et un pharmacien d'officine maître de stage. On a également lancé en parallèle le recrutement des participants standardisés qu'on a pris, on a sollicité des troupes de théâtre amateurs pour la première année, puis on a fait appel au service de recrutement des participants standardisés de la faculté de médecine pour les ECOS l'année dernière. Nous avons fait plusieurs réunions d'aide à la rédaction des stations avec un temps de relecture début novembre, donc relecture des stations et validation des grilles. Nous avons formé ensuite les évaluateurs et les participants standardisés pour organiser donc une dernière réunion de calage, on va dire en décembre, juste avant le lancement des EPOS. Et avec ça, on a aussi intégré bien sûr les grilles papier dans les tablettes informatiques. Et nous avons lancé donc les EPOS du 13 au 15 décembre 2022. Alors voici quelques exemples de consignes. Donc là, je vais vous présenter la station qui porte sur la communication interprofessionnelle. Donc il s'agissait, donc c'est ce que l'étudiant devait lire avant de rentrer dans la salle. Cette consigne était bien sûr reprise dans la salle, hein, au cas où il n'aurait pas eu le temps de tout relire. Et donc, il s'agissait de la prise en charge d'un monsieur de 65 ans qui avait l'habitude de passer à la pharmacie pour son traitement à base de ramipril, de sitagliptine, de Lantus et d'atorvastatine. Et là, ce monsieur venait consulter pour une diarrhée aiguë qui traînait depuis 2 jours. Et il se souvenait que son médecin et son néphrologue avaient dit d'arrêter un médicament contre l'hypertension, mais il ne savait plus lequel, et donc il préférait prendre contact auprès du pharmacien, sachant que son médecin était indisponible. Et donc, la tâche à réaliser par l'étudiant était d'appeler le docteur qu'avant tout, hein, pour définir ensemble de la conduite à tenir pour résoudre la problématique posée par ce patient.
Ça, c'est la consigne que devait lire l'étudiant. Voici la grille d'évaluation qui était attendue. Donc, on évaluait à la fois l'approche de l'entrevue avec l'autre professionnel de santé. Ce qu'on évaluait, c'est surtout la méthode de communication utilisée. On leur enseigne notamment les méthodes SWOP ou SAED. Donc, on attendait à minima que l'étudiant déroule la situation sous le format subjectif, objectif, son analyse et une proposition. Et puis, on attendait aussi quelques éléments qui allaient aider le médecin au bout du fil pour identifier en fait la situation et, comment dire, et réfléchir à la proposition faite par l'étudiant. Donc, vous voyez, nous, on a fait le choix aussi de partir sur une échelle en fait-non fait, plus simple, avec quelques échelles d'évaluation sur les aspects un peu plus langage non verbal et structuration de l'entrevue. Voilà les consignes qui ont été proposées aux participants standardisés. Donc là, on est toujours sur la même station. Donc, on a la description de qui est la personne qui joue le médecin. Donc, on décline tout ça. On a toujours une petite phrase d'introduction pour aider à amorcer la station. Donc là, en l'occurrence, la phrase d'introduction concernait finalement la sonnerie du téléphone. Et puis, à partir du moment où l'étudiant présentait la situation, on proposait donc des réponses aux questions en fonction de ce que l'étudiant allait faire. Et on réserve toujours des questions neutres, c'est-à-dire que si les questions posées par l'étudiant n'apparaissent pas dans la consigne du participant standardisé, ils ont de quoi répondre de façon la plus neutre possible. Donc, il faut rédiger des scripts qui soient suffisamment développés pour permettre aux participants standardisés d'interpréter une personne malade et non une maladie. Ça, c'est très important. Il faut vraiment que la personne puisse intégrer et balayer large sur sa condition socio-professionnelle, sur ses loisirs, etc. Si jamais la question était posée, qu'il puisse répondre assez facilement. Alors, notre difficulté à Lille, c'est que nous avons de grosses promos d'étudiants. On a à peu près entre 100 et 150 étudiants par année. Et donc, euh, quand on regarde un petit peu la littérature, un des éléments sur lequel veiller, c'est la reproductibilité entre les étudiants. Donc, on a fait le choix de décortiquer les 8 stations en 3 temps, c'est-à-dire qu'on a proposé que 3 stations sur 3 jours pour que finalement tous les étudiants aient le même sujet à traiter, ce qui nous a permis finalement de faire passer l'ensemble de la promo sur une demi-journée. Et donc, ils avaient donc 3 stations le premier jour, 2 stations le deuxième jour et 3 autres stations le troisième jour, avec des stations qui étaient soit interactives, soit écrites, soit sur mannequin. Donc, le fait d'avoir de grosses promos, on a été obligé de faire 4 files d'étudiants, c'est-à-dire qu'on avait 4 fois 3 jurys identiques pour chaque demi-journée. On a pu passer 12 étudiants par demi-heure, soit 120 étudiants sur 300 minutes, donc à peu près une demi-journée. Et donc, nous avons réalisé l'ensemble des stations sur 3 demi-journées. Donc, les avantages de ce découpage-là, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y avait un seul sujet par station, ce qui était plus facilement abordable pour les enseignants, puisqu'ils n'avaient qu'un sujet à rédiger pour une première édition. Et le souci aussi de reproductibilité était limité. Et puis, on a fait un gros travail sur le recrutement des patients simulés. Donc, on a formé les patients qui jouaient la même station ensemble pour essayer d'être le plus homogène possible entre les jurys. Donc, je vais vous présenter les résultats de la session 22-23. Donc, ça a mobilisé 32 binômes d'examinateurs sur l'ensemble des 3 jours. Donc, on avait un enseignant et un pharmacien d'officine, maître de stage sur chaque jury. 105 étudiants ont participé aux EPOS.
Nous avons récupéré des grilles informatisées, les notes qui ont servi donc à faire le jury de délibération. Avant ça, nous avons souhaité quand même faire une analyse statistique pour vérifier la variation interjury, ce qui nous a amené tout de même à corriger des notes pour 4 groupes d'étudiants, hein, pour lesquels finalement un jury avait soit surnoté, soit sous-noté les étudiants. On a fait aussi le choix que les modifications soient toujours en faveur de l'étudiant. Et comme c'était la première édition, on a décidé de prendre en compte le seuil de compensation à partir de 8 sur 20. Au total, si on prend nos 9 stations et nos 105 étudiants, ça nous fait 840 unités d'enseignement. Et donc 113 unités d'enseignement ont été validées par compensation, donc pour des étudiants notamment qui avaient une note des postes entre 8 et 9. Alors, on a également étudié la performance des étudiants. Donc voilà nos 8 stations. Alors sur les stations, donc on avait dispensé un matériel d'orthopédie, répondre à une demande de conseil, accompagner la périnatalité, accompagner le patient atteint de cancer, communiquer avec un autre professionnel de santé, pratiquer de manière légale et éthique, promouvoir des comportements favorables à la santé, réaliser le geste vaccinal. Et vous avez ici un petit tableau qui reprend les performances moyennes et globales des étudiants. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, ce sont les stations 5, donc communiquer avec un autre professionnel de santé, et la station réaliser le geste vaccinal qui ont présenté les meilleures performances. Au global, 66 étudiants sur 105 ont réussi l'ensemble des stations du premier coup, hein. Donc, les chiffres ils sont beaucoup plus faibles que ce qu'on avait l'habitude d'avoir avec des examens écrits. La moyenne générale était autour de 13,3 sur 20, hein, la note de station étant sur 20. Et comme je vous l'ai dit, les meilleures stations étaient celles sur la communication interprofessionnelle et le geste vaccinal. Et si j'analyse ça d'un œil un peu critique, hein, les enseignements qui sont associés à ces stations EPOS sont exactement calqués sur le format EPOS en fait. Donc il n'y avait pas de gros soucis puisque les étudiants avaient été formés au préalable sur comment communiquer avec un autre professionnel de santé sous un format de simulation, et pareil pour le geste vaccinal. Nous avons également interrogé nos étudiants pour savoir ce qu'ils ont pensé de cette première édition, hein, puisque c'était pour eux, on n'avait pas mis en place des postes formatifs, donc il fallait qu'on s'assure de leur ressenti positif. Et donc, on leur a posé quelques questions à l'issue de la sortie des EPOS, donc à chaud, hein. Donc, la première question qu'on leur a demandé, c'est est-ce qu'ils étaient stressés par le format EPOS? Et vous voyez que à près de 90%, ils étaient très stressés par l'examen. C'est un format qui est stressant, et je pense que l'intérêt des EPOS formatifs est aussi en ce sens, c'est de déstresser un petit peu l'étudiant. On leur a demandé s'ils s'étaient suffisamment préparés aux EPOS. Vous voyez que en grosse majorité, non, puisqu'ils ne connaissaient pas le format, donc ils n'ont pas pu se préparer à ce type d'examen. Et chose intéressante aussi pour nous, hein, c'est que les enseignements, pour la majorité, presque la majorité d'entre eux, hein, ne les ont pas assez préparés non plus aux EPOS. Ils ont par contre vraiment apprécié être face à un patient simulé, ce qui change un peu des mises en situation professionnelles qu'on réalise avec eux, puisque c'est eux qui jouent le patient. Donc là, le fait d'être avec un vrai patient simulé, ils ont beaucoup apprécié. Ces examens leur ont permis, pour une grosse majorité aussi, de prendre conscience de leurs compétences. Et ça, c'est aussi intéressant sur le plan prise de confiance. Et puis, ils ont trouvé finalement que ce format d'examen était assez pertinent par rapport à la réalité du métier. On est allé un peu plus loin aussi sur cette question de l'adéquation des EPOS avec la formation et la réalité du métier. Donc là, vous avez l'ensemble des stations, et on leur a demandé est-ce que la station était en adéquation avec ce que vous avez vu en formation. Et vous voyez qu'on a quand même des stations qui posent un petit peu problème, notamment la station accompagner la périnatalité, la station accompagner le patient atteint de cancer, et la station pratiquée de manière légale et éthique. Alors c'est intéressant si on regarde notre maquette pédagogique,
Ces trois stations-là sont essentiellement faites sous forme de cours magistraux, peut-être accompagner la périnatalité qui se fait aussi beaucoup sur mise en situation, mais il y a énormément d'informations et il y a eu un petit souci aussi sur la station. Et puis si on regarde l'adéquation de la station avec la réalité du métier, c'est plutôt satisfaisant, hein, puisque on a pratiquement une très grosse majorité des étudiants qui estimaient que les stations étaient finalement assez conformes avec ce qu'ils voient dans la réalité, excepté le pratiquer de manière légale et éthique, qui était plutôt sous le format écrit. Donc au final, ce format EPOS est une évolution significative dans l'évaluation des compétences de nos futurs pharmaciens d'officine. Alors c'est une approche certes novatrice, malgré des défis logistiques et pédagogiques qui sont conséquents. Il faut prendre conscience que c'est quand même une grosse machinerie. Ce qui motive, c'est qu'on a un retour très positif des étudiants et que tout le monde pense, en tout cas que ce soit l'équipe pédagogique comme l'équipe des études, comme les étudiants, que c'est une méthode d'évaluation pertinente. Et dans les perspectives qu'on a, nous, on va travailler bien sûr sur notre formation pour avoir un meilleur alignement entre la formation et l'évaluation. On va essayer d'intégrer des séances EPOS formatives à nos maquettes. Alors pour l'instant, on est un peu dans le flou parce que volume horaire à dégager n'est pas encore à dégager. Donc, pour l'instant, on va travailler avec l'association des étudiants pour essayer de mettre ça en place avec leur aide. Et puis, on voudrait bien sûr que ce soit un dispositif qui soit bien mené sur le plan logistique et pédagogique pour renforcer son efficacité. Et la question qui se pose, hein, c'est quid de la place de ces épos dans la réforme du troisième cycle court, notamment dans le cadre du stage de pratique professionnelle. Comment les positionner par rapport à toute cette réforme? Alors tout ça n'est possible qu'avec l'aide de l'ensemble de l'équipe pédagogique et l'aide des étudiants qui sont prêtés assez gentiment au jeu. Ils n'avaient pas trop le choix, mais voilà, ils étaient en tout cas très enthousiastes à l'idée. Et je vous remercie aussi pour votre attention et je suis ouverte aussi à toute question. Merci beaucoup, Annie. On va donc passer à la séance de questions-réponses. Il y a déjà eu plusieurs questions dans le module de questions-réponses. Certaines pour toi, Romain, certaines pour toi, Annie. La première à laquelle Romain a déjà répondu, mais peut-être que Romain, tu pourras faire une réponse globale pour que tout le monde la voit. Est-ce que les internes qui font ces épos ont une note qui entre en compte dans vos UE obligatoires de phase socle? Du coup, je me permets de répondre pour les deux. Non, aujourd'hui, c'est une initiative qui a été faite. Alors nous, pour Rouen, on travaille avec le G4. Du coup, donc c'est Lille, Amiens, Caen et Rouen, où on est d'accord sur la méthode d'évaluation. Ça, c'est vraiment à part, on va dire, par rapport à la formation théorique des internes. Par contre, moi, dans la validation du stage, c'est obligatoire. On va dire, dans les prérequis pour valider, il faut qu'ils aient fait cette formation-là. Pour les autres participants, c'était bien plus libre. On a demandé tous ceux qui voulaient participer du secteur soins pharmaceutiques pour participer. Et je vois qu'il y avait une autre question un peu dans la même, on va dire, pour les internes, donc je vais essayer d'y répondre aussi oralement. Et du coup, quand on a construit les grilles d'évaluation, on a essayé de faire un peu de biblio par rapport à ça. Donc, Nadine, l'interne qui travaillait, a vraiment essayé de regarder. Et moi, je lui avais dit, la seule consigne, c'est que justement, on voulait une approche par compétence. Donc, c'est d'essayer de construire, de détailler ce qu'elle avait fait par compétence. Qu'est-ce qu'on veut évaluer? Et en fait, normalement, un interne, quand il arrive, s'il a passé le concours de l'internat, la pharmaco et le fonctionnement d'un AOD, il doit être censé, il est capable de le faire. Donc, je voulais pas d'approche sur les connaissances vraiment, mais plutôt qu'est-ce qu'elle, elle attend. Et puis, on a validé ça ensemble, mais c'était plus une formation, une construction de notre tête, quoi. Super. Annie, si un étudiant joue le rôle du médecin, cela va probablement influencer sa réponse quand il jouera le rôle de pharmacien. Une note est-elle mise à chaque rôle ou bien une note unique pour le rôle de pharmacien? Alors, à Lille, on ne fait pas jouer les études. Alors,
Il y a deux aspects. Il y a l'aspect sommatif, où là, les professionnels de santé simulés sont joués par des professionnels de santé, à savoir des médecins généralistes, éventuellement des internes en médecine générale, mais on essaie de faire appel à des collègues avec qui on travaille régulièrement, qui sont professionnels de santé. Donc les étudiants ne participent pas finalement aux aspects EPOS sommatifs. Par contre, en mise en situation professionnelle, dans le cadre de notre enseignement de communication interpro, on crée, on propose ces séances en commun, étudiants de pharmacie avec les internes de médecine générale, et chacun joue son rôle. Donc, nos étudiants de pharmacie ne jouent jamais le rôle d'un médecin. Très bien. Je rebondis sur ce que tu disais par rapport au fait que vous faites intervenir des vrais professionnels de santé ou des patients. La question qui peut se poser et qui va se poser dans pas mal d'établissements, c'est comment sont rémunérés les patients et les professionnels de santé. Alors, tout dépend. Les professionnels de santé, ceux qui émargent à la faculté de médecine, finalement, c'est compté comme des vacations et ils sont payés soit à l'heure horaire en tant qu'enseignant, soit en tant que vacataire. Et pour les patients standardisés, c'est également des vacations administratives, en sachant qu'on a fait appel au personnel administratif de l'université. Très bien. Euh, pour Romain, il y avait une question qui était arrivée lors de ta présentation, c'était combien de temps ou quelle proportion de temps est dédiée aux écos par étudiant dans ton programme de formation? Euh, Combien de temps pour... Très peu. Très peu parce que la session... nous, en fait, c'est une après-midi, globalement, sur une après-midi, l'étudiant, on prend trois étudiants sur une après-midi pour faire passer les stations. Donc, sur la totalité de son semestre, c'est vraiment peu. Par contre, en amont, on lui demande voilà, de se mettre à jour. Il sait qu'il va être sur une thématique qui va être l'anticoagulation. Donc, ils ont tous révisé, même si on leur avait dit pas, ils ont tous révisé avant pour être sûr de ne pas se faire toper sur des choses. Mais aujourd'hui, c'est qu'une session par semestre. Donc, peu de temps, j'ai envie de dire, de formation. Ok. Il y avait une question aussi qui a été posée. Est-ce que pour les étudiants en pharmacie de la deuxième à la quatrième année, des projets ou réflexions de mise en place d'EPOS à l'échelle nationale ont été menés? Moi, je peux répondre un peu par rapport à ce que je sais. Euh, pour moi, pour l'instant, pas vraiment, puisque j'ai l'impression que c'est plutôt adossé à des réflexions de DES et donc de parcours. Par exemple, le DES Officine qui entraîne qu'il y a cette approche compétences avec le référentiel de compétences nationales et donc que ça induit la création des EPOS et des ECOS. Et puis des choses aussi pour les internes, mais donc qui ne sont pas en formation commune de base. Donc il n'y a pas de réflexion nationale, mais il y a des réflexions au niveau local. Nous, je sais que par exemple, si je peux donner notre exemple, nous sur Nantes, on va mettre en place une UE pilote à partir de l'année prochaine sur le risque cardiovasculaire dans lequel on intégrerait normalement justement des EPOS. Et je vois Annie qui a acquiescé, donc elle a sûrement des informations aussi sur les expérimentations locales. Oui, nous, on a une réflexion pour transformer le certificat de synthèse pharmaceutique en format EPOS. Donc D'accord. voilà. Mais on est dans la phase de réflexion. Pour l'instant, il n'y a rien de fait. Et moi, je milite depuis plusieurs années pour que les EPOS fassent partie des enseignements coordonnés. Voilà, c'est compliqué, mais voilà, ça On est, réfléchit. on est d'accord. Et alors, si vous discutez à Lille de passer le CSP en mode EPOS, et donc que ce soit plutôt du sommatif, en gros de l'évaluation, comment vous allez faire pour éviter l'écueil d'évaluer les gens avec une méthodologie qu'ils n'ont jamais expérimentée? Là, ça fait partie de la réflexion. Voilà. Donc, On est d'accord que c'est un levier pour le mettre en ça. enseignement coordonné. En fait, je vous ai pas dit, mais quand j'ai mis en place les EPOS en sixième année, c'est parce que ça n'avançait plus sur l'approche compétences en filière officine et que Ok. pour moi, ça a été un levier pour. Je me dis, si les enseignants voient qu'on modifie les façons d'évaluer, qu'en plus on leur dit que ça correspond pas à ce qu'ils font en enseignement, peut-être qu'ils changeront leur façon d'enseigner. Voilà. Sans regard péjoratif vis-à-vis de mes collègues que Non, non, j'apprécie mais outre mesure.
pense que c'est un levier, une façon de faire qui peut parler à beaucoup de monde autour des visios, là. Une dernière. Ju- Oui, vas-y, Romain. Justement, si je me permets, nous, c'était aussi mon approche parce que faire un cours de 2 heures aux internes ou un interséminaire où c'est vraiment très théorique sur comment on va mener un entretien, etc., finalement, on voit aussi que ça ne les séduit pas, qu'ils viennent un peu à reculons, ils s'assoient. Enfin, voilà, c'était plus le ressenti qu'on avait là-dessus. Pour le faire sur un bilan de médication, c'est la même chose. Et en fait, vraiment là, on a senti une motivation ça change et puis une participation des étudiants. Il y en avait que deux qui étaient obligatoires de le faire, même des collègues pharmaciens que je remercie se sont prêtés à l'exercice et c'était agréable et ça change en fait du quotidien de la formation très théorique qu'on peut fournir d'habitude. Une question. Y a-t-il des locaux spécifiques dédiés pour les EPOS, comme pharmacie expérimentale ou station filmée? Oui, alors ça, c'est dépendant des universités, hein, mais selon les facultés, il y a des zones de simulation qui sont créées, alors parfois qui sont communes à la faculté de médecine et parfois qui sont vraiment indépendantes et dans les facultés de pharmacie. Mais souvent, ça ressemble à, par exemple, ce que Annie a montré sur son diaporama, à des couloirs de consultation, à des box, ou alors à des salles de consultation qui permettent de faire de la simulation. Et puis, bien sûr, il y a des pharmacies expérimentales. Je pense maintenant, alors ça, faudrait voir, peut-être Annie saura répondre, ou alors l'association des pharmacies expérimentales, mais normalement, il devrait y avoir une pharmacie expérimentale quasiment dans chaque faculté de pharmacie. Oui, pratiquement, on a les pharmacies expérimentales. L'inconvénient, c'est que, enfin, en tout cas, sur des grosses promotions comme c'est le cas à Lille, une pharmacie expérimentale ne suffit pas pour pouvoir proposer X stations à 150 étudiants. Donc, c'est un peu compliqué. Après, faut réfléchir à quel est l'objectif, en fait. Finalement, si l'objectif, c'est d'évaluer la discussion d'un pharmacien avec son patient sans pour autant utiliser le logiciel informatique, métier, etc. Finalement, il y a besoin que d'une table haute à la rigueur, une chaise et rien de plus. Et ce qui est important, je pense, c'est comme c'est du speed dating, il faut avoir une enfilade de salles Mm. pour permettre justement la rotation d'une station à l'autre assez facilement entre les étudiants. Merci. Je donne la parole à Aurélie Terrier-Langlais, qui a une question. Bonjour, félicitations à tous les trois pour votre topo qui était très très intéressant et je voulais juste, c'est peut-être plus une remarque, mais ça fait un peu la liaison, juste pour préciser qu'on a l'AG la semaine prochaine, qu'on parlera encore simulation la soirée du 30 septembre. Et vous aurez l'occasion de voir le centre de simulation. C'est vrai que bah, nous, là, il y aura la pharmacie expérimentale hein, qui pourra être vue. Et c'était pour rebondir hein, par rapport aux locaux. Il faut, enfin voilà, pour mettre les e-postes sur Amiens, on ne l'a pas encore, mais les salles en enfilade. Et c'est vrai que les locaux, enfin, il y a quand même une grosse problématique sur les locaux pour pouvoir mettre en place ces très, 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 très beaux projets. Donc, merci. Je voulais voilà, vous remercier pour vos topos très enrichissants. Si. Merci beaucoup. Et on a une autre question dans le chat. Parfois, les étudiants n'ont pas la connaissance. Comment aller jusqu'à la compétence? Alors ça, c'est souvent quelque chose en plus que aussi nos collègues peuvent nous renvoyer à la figure, de nous dire ouais, mais c'est bien d'aller vers de l'approche compétence, mais déjà qu'ils connaissent rien. Alors, je donne mon avis et après je donnerai la parole à Annie et Romain. Faire de l'approche compétence ne veut pas dire qu'en amont, il y a eu un apprentissage des connaissances. C'est pas puisqu'on va faire de la simulation ou qu'on va faire des TP ou des EPOS ou des ECOS que à côté, il n'y aura pas une partie en amont d'apprentissage, soit par cours magistraux, soit par le fait de faire des ED, par exemple, en classe inversée avec des documents à lire et après des séances de questions-réponses. Enfin, il peut y avoir plein de façons de faire. Et puis, alors, c'est sûr que si en amont, l'étudiant n'a pas fait le taf et qu'il arrive après en EPOS ou en travaux pratiques, de travail pratique de simulation et que bah il connaît rien,
bah, il va vite se rendre compte et il va être vite mis en difficulté de toute façon. Donc, en règle générale, ça arrive une fois, mais pas deux, parce que bah, la personne n'est pas extrêmement à l'aise face à ses camarades, face à ses observateurs, de voir que bah, il n'est pas obligatoirement, il n'a pas les connaissances qu'il faut pour aller jusqu'aux compétences. Donc voilà, moi, mon avis personnel. Je donne la parole à mes collègues. Je me permets de prendre la parole. Je te rejoins complètement, Jean-François, sur ces aspects-là. La connaissance, pour moi, c'est le fondement même de la compétence. Si on n'a pas de connaissance, on n'est pas compétent. Et même, parfois, si on a la connaissance, on n'est pas forcément compétent non plus. Donc, pour moi, c'est indissociable. Il faut avoir des connaissances à minima pour être compétent. Ou en tout cas, les outils pour aller chercher l'information et la critiquer. Et je prends l'exemple du monde prototype, là, avec la station écrite sur la validation d'ordonnances. Donc, c'était 4 ordonnances simples, avec une ligne de médicaments. La question était posée, dispensez-vous l'ordonnance telle quelle? Oui, non. Et sinon, pourquoi? Eh ben, on avait mis à disposition je sais plus si c'était un Vidal ou un Doros, enfin bref, un format papier. Eh ben, la plupart des étudiants ont raté l'épreuve parce qu'ils n'étaient pas capables de lire un RCP. Romain, est-ce que tu veux Ouais, intervenir? bah, moi j'étais assez surpris parce que, bah, après, j'avais un public qui était différent, qui est censé être quand même un peu plus avancé dans le stade des études, c'est des internes, donc il y avait tout niveau et des pharmaciens, mais ce qui était hyper sympa, c'était ils étaient tous un peu stressés, donc ils sont tous allés regarder les recos, leurs notes qu'ils avaient pris, etc. En tout cas, les étudiants, les internes, il y avait vraiment un peu le côté, ben, en fait, vu que c'est aussi un chef qui analyse, qui fait, qui joue le patient, ben, je veux pas décevoir au moins sur les connaissances. Donc en fait, les connaissances, ça a permis au moins qu'ils les réactualisent ou qu'ils réouvrent leurs bouquins, ce qui n'est pas forcément gagné tout le temps. Et du coup, je trouvais que l'exercice plutôt sympa et la compétence, bah, il y en a qui sont très bons en connaissance, mais ça a été il avait peur de prendre, c'était un interne qui avait peur de prendre un stage de service clinique parce qu'il avait peur de parler aux patients. Bah, du coup, on a pu débriefer pourquoi il avait ces craintes, enfin, du coup, je pense que les deux sont dissociés, mais sont vraiment liés. On peut pas jouer, enfin, on peut pas arriver sans rien connaître et je pense que c'est des exercices qui sont complémentaires et pour avoir fini mes études il n'y a pas si longtemps que ça, c'est quelque chose que j'aurais apprécié en fait dans voilà, les cours théoriques. Je sais que j'étais pas le plus assidu sur les bancs de la fac, je m'en excuse, mais je sais que c'est ce côté-là pratique et pour ceux qui travaillent énormément, il y en a beaucoup d'étudiants qui travaillent à l'officine. Euh, pour les étudiants plus jeunes, ils travaillent énormément en officine, en tout cas à Rouen. Je me dis que ça peut être aussi quelque chose pour les faire revenir un peu à la fac en leur disant vous avez peut-être moins de présence, mais quand vous venez, bah, en fait, on va faire des trucs, on va dire entre guillemets, un peu plus sexy, même s'il y a des cours magistraux qui sont très bien. Voilà. Merci Romain. Je crois que c'était le mot de la fin puisque nous avons épuisé les questions qui ont été posées dans le module questions-réponses et je ne vois pas de main levée. Donc je tiens au nom de la commission pédagogique de la NEPC à remercier encore une fois Annie et Romain pour leur intervention et avoir remercié aussi tous les participants au webinaire puisqu'on était entre 70 et 80 à participer à cette session. Et je vous rappelle que le prochain webinaire aura lieu le 16 décembre à la même heure, c'est un lundi, 17 heures, sur l'implication des patients dans les enseignements avec différents retours d'expérience aussi. Voilà, je vous remercie à tous et puis je vous souhaite donc une bonne soirée. Au revoir.